Morale ce soir face au Barça, le club devra à l'avenir payer la taxe à 75% pour tous les joueurs au-dessus d'1 million d'euros. Et autant dire qu'il y en a au PSG des joueurs qui gagnent plus d'1 million d'euros. Il n'y a pas qu'Ibrahimovic. Ainsi en a décidé aujourd'hui le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Alors comment les clubs de foot français vont-ils pouvoir rivaliser avec leurs concurrents étrangers? La taxe à 75% ne va-t-elle pas faire fuir les chefs d'entreprise, les créateurs d'emplois? On en parle ce soir avec nos invités. Avec vous, Sophie de Monton, bonsoir. Vous êtes présidente du mouvement Éthique, entreprise de taille humaine indépendante et de croissance, membre du Conseil économique, social et environnemental. Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen d'Europe Écologie. Vous êtes ancien footballeur professionnel, puisque vous étiez au stade Levallois et au FC... Lavallois, pardonnez-moi, Lavallois et au FC Rouen. Et c'est une blessure au genou qui vous a fait arrêter le football. Olivier Carré, bonsoir. Vous êtes député UMP du Loiret, membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et Hubert Artus, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur littéraire pour le magazine Lire. On peut également vous écouter sur France Inter. Vous êtes journaliste sportif à RFI, Radio France Internationale, et auteur du Donkey Foot Dictionnaire Rock, et c'est aux éditions Don Quichotte. Rock historique et politique du football. Voilà, pour être précise. La taxe à 75% est de retour après avoir été retoquée, vous le savez, par le Conseil constitutionnel. Ce ne seront donc pas les particuliers qui paieront cet impôt, mais les entreprises. Ainsi en a décidé François Hollande. Je vous propose tout de suite d'écouter le chef de l'État. C'était jeudi soir chez nos confrères de France 2. Lorsque la rémunération dépasse 1 million d'euros, l'entreprise aura une contribution à payer qui, toutes impositions confondues, atteindra 75%. Karim Zeribi, on demande aux Français de faire beaucoup d'efforts en ce moment. Et il y a l'affaire Cahuzac. Ce soir, on apprend que Jérôme Cahuzac a été mis en examen. Il a été l'un des premiers, on le rappelle quand même, à dénoncer l'évasion fiscale. Il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Une réaction à cette mise en examen? Écoutez, je suis catastrophé par cette nouvelle qui va semer le trouble dans l'ensemble de la vie politique. Et effectivement, on va mettre en suspicion généralisée les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui investis dans le champ des affaires publiques. C'est dramatique et malheureux. Il avait dit avec tellement de certitude à l'Assemblée nationale et ailleurs dans les médias qu'il n'avait pas de compte à l'étranger, que chacun, même à droite d'ailleurs, puisque personne n'avait chargé M. Cahuzac, voulait bien lui laisser le bénéfice du doute. Aujourd'hui, qu'il a avoué, c'est dramatique. Celui qui était en charge d'éviter l'évasion fiscale dans notre pays en était l'auteur. Et effectivement, je pense qu'en termes d'éthique, de déontologie, c'est un très très mauvais message. Il faut éviter le tous pourri, évidemment. Jean-François Copé dit que c'est la fin de la gauche morale. Oui, mais Jean-François Copé est dans un rôle de président de l'opposition et dans une démarche de bipolarisation frontale. Je pense qu'on va entendre aussi d'autres voix plus mesurées à droite, parce qu'on sait très bien qu'à droite et à gauche, nul n'est à l'abri de dérapages de femmes et d'hommes politiques, et que ces dérapages ne doivent pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. On doit condamner fermement ceux qui en sont l'auteur. On doit expliquer très clairement que nous avons besoin d'éthique, de transparence, de déontologie dans la vie publique. Sinon, nos concitoyens ne croiront plus à la démocratie et feront confiance aux extrêmes, donc, qui guettent, tels des vautours, ce type de dérapage. Donc il faut absolument que chacun fasse le ménage chez soi et condamne avec la plus grande fermeté ceux qui sont en dehors des règles républicaines et de l'exemplarité dont nous avons besoin. Moi, je fais partie de la nouvelle génération. J'ai plus envie d'entendre effectivement ce type de faits divers. Ça devient un fait divers. Donc dans la vie politique, on a besoin d'exemplarité. On ne fait pas de la politique pour gagner de l'argent, pour être plus riche. On fait de la politique parce qu'on est, je dirais, épris d'une volonté d'animer la cité, d'apporter un plus à nos concitoyens, de faire état de conviction. Là, c'est foutu avec ce type de message, c'est avec ce type d'information. Et donc, il faut absolument que les uns et les autres, à droite comme à gauche, nous soyons responsables dans la manière dont nous appréhendons ce type de phénomène, en sanctionnant et en faisant en sorte que ça n'arrive pas, que ça n'arrive plus. Alors, tout le monde ne peut qu'adhérer à ce discours. C'est un discours parfait, mais oui, c'est impec, c'est vrai, etc. C'est pas mal si on adhère à ça. Non, mais évidemment qu'on adhère. On ne peut pas adhérer. Simplement, il se trouve que j'ai envie de retenir autre chose. J'ai envie de retenir la lettre bouleversante qu'a écrit Cahuzac, parce que c'est lui qui est allé se présenter, semble-t-il. On va avoir les détails après. C'est lui qui est allé dire. Sa lettre d'aveu, elle est aussi une lettre bouleversante. Ah bon? Oui.
Elle est bouleversante parce qu'elle explique que cet homme, effectivement, d'abord n'a pas mis d'argent sur son compte depuis 10 ans, ce qui n'empêche pas que c'était pas bien de l'avoir avant, etc. Je suis d'accord. Ça fait 20 ans qu'il a ce compte à l'étranger. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans qu'il n'est pas alimenté. Mais je ne suis pas en train de prendre la défense de Cahuzac, je dis qu'il y a peut-être autre chose à retenir. C'est la première fois qu'un homme politique écrit une lettre comme ça. Et si ça me trouble, c'est parce que je l'ai vu il y a un mois, dans l'intimité. Et j'ai vu un homme dans des circonstances privées. Et j'ai vu un homme, j'étais sûre que ça allait éclater parce que j'ai vu un homme qui était brisé, qui était confronté à un malaise. Et pourquoi il n'a pas dit la vérité tout de suite, démissionné tout de suite? Alors, ça l'aurait grandi. Je finis. Ça aurait clarifié les choses. Je finis et sa lettre dit que, et tout le monde peut le comprendre aussi, c'est un drame humain. Elle dit en particulier qu'il a été pris dans un engrenage de mensonges, qu'il s'excuse au président de la République. Pardon ? C'est à l'américaine. Je l'ai cru, cette lettre. Il y a un moment où, après tout, les gens qui avouent et qui regrettent, il est bouleversé, il est brisé, il s'excuse auprès du président de la République. Mais non, mais évidemment que c'est facile. La rédemption de, je dirais, à l'américaine, anglo-saxonne, c'est un peu facile. Il était ministre du budget. Je voudrais terminer. Je suis la première à trouver que le type qui, en plus, en a rajouté sur 75%. Oui, c'est ça, ce qui est étonnant, c'est que Karim Zeribi est beaucoup plus sévère que vous. C'est quand même, c'est le monde à l'envers. Je suis un homme public, je suis un homme politique. Karim, j'aimerais terminer. Et nous allons souffrir. Sophie de Menton, puis ensuite Olivier Carré, on parlera du foot. Tout le monde va dire que c'est une honte, d'accord, c'est lui qui hurlait contre l'évasion fiscale, etc. Moi, j'ai vu un homme qui s'est fait avoir, qui a mis son fric à l'étranger, qui le ramène d'ailleurs, qui va payer les impôts, qui a de toute façon sa carrière brisée, qui a menti. Et j'ai un peu pitié de lui et je trouve que la lettre qu'il a écrite est une lettre d'une sincérité qui peut atténuer peut-être la faute réelle qu'il a commise. La sincérité, c'est la tribune de l'Assemblée nationale que je l'aurais aimé. Je comprends bien. Et à la tribune de l'Assemblée nationale, on le rappelle pour nos téléspectateurs, il a dit qu'il était innocent. Il a menti. Olivier Carré, avec force, Olivier Carré n'a pas parlé Ils encore. ont tous menti. Olivier Carré, non, c'est pas vrai. Ah non, ça c'est pas vrai. Non, ça je suis désolé, c'est pas vrai. Mais pas on ne peut pas dire ça. Non, justement, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas laisser passer les choses et les amalgames aujourd'hui sont justement dangereux. On est en face de quelqu'un que moi j'ai entendu et profondément respecté et apprécié en tant qu'homme, bien que dans l'opposition. Je l'ai eu pendant des années en tant que président et un président remarquable de la commission des finances. Ouais. Dire qu'on n'était pas assez dur à l'égard de l'évasion fiscale, qu'on n'en faisait pas assez, alors que je rappelle qu'Éric Woerth a été un des ministres les plus durs à l'égard de l'évasion fiscale, et ça tombait dans des circonstances d'ailleurs où la planète entière se rendait compte d'un certain nombre de choses qui n'allaient plus, et nous a fait passer un certain nombre de lois. On n'allait jamais assez loin pour Jérôme Cahuzac. Il accepte, et c'est ça que moi je ne pardonne pas, c'est qu'il accepte d'être ministre du budget alors qu'il sait. On ne parle pas de détournement de fonds publics, on ne parle pas de choses comme ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il accepte une charge en sachant que lui-même est fautif de cette charge. Comment faire. Moi, j'ai eu l'impression d'un homme qui est pris au poisson. Il n'accepte pas. Je pense que l'histoire de la République est l'histoire de la République est couverte de personnes qui ont refusé des postes. Et ils le font notamment parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Mais ça nous arrive à tous, et même ça m'arrive aussi à un beaucoup plus simple niveau. Tout le monde est exemplaire. Mais pas du tout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas d'être des anges gardiens. La question, c'est d'accepter qu'on est en responsabilité de l'intérêt public, alors que soi-même, on a un problème perso. Et ça va nous amener sur la question des 75% que moi, je ne relis pas de la même façon. On ne peut pas donner d'accent moral à des questions notamment fiscales. Vouloir jouer avec la morale et être un parangon de vertu en permanence sur des décisions que l'on prend et qui ont des incidences économiques majeures sur lesquelles on va revenir et qui sont le fond du débat, ça prouve que tout ça, à un moment donné, on peut se le prendre en boomerang de façon la plus incroyable qui soit. Et je vois Karim Zeribi rebondisse là-dessus, justement sur le lien qui est fait entre morale et fiscalité aujourd'hui par ce gouvernement. On peut pas. Non, moi je crois on ne peut pas dire Olivier Carré. C'est pas moral que de dire que tout un chacun, dans une période très difficile pour le pays, doit contribuer à la solidarité nationale plus qu'il ne le faisait à hauteur de ses revenus. Je veux dire, quand Roosevelt a mis en place les impôts à 95% aux États-Unis, c'était pas moral. C'était nécessaire dans un temps donné. Ça rapporte rien, Aujourd'hui, le gouvernement qui demande des efforts à l'ensemble de nos concitoyens, des classes populaires, moyennes, aux gens les plus aisés, a souhaité, avec cette taxe à 75%, indiquer à la population, ceux qui en ont beaucoup font aussi un effort exceptionnel.
sur 2 ans, rappelons-le, et au-delà des millions. Enfin, on ne va pas sortir les mouchoirs et les Kleenex pour des gens qui contribuent pendant 2 ans sur plus d'1 million d'euros à un effort exceptionnel. Soyons concrets quand même. Je dis que c'est ridicule. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a dit dans une campagne électorale qu'on allait taxer à hauteur de 75 €. C'est la mise en pratique d'une promesse de campagne. Et vous allez effectivement regretter que François Hollande soit en adéquation avec ses promesses. Il y a un moment où le niveau fiscal ne doit pas être presque incitatif à l'évasion. Alors, je voudrais juste préciser 2 choses. C'est que il ne faut pas dire que cet argent est nécessaire pour le pays, car ce que ça va rapporter est infime, et tout le monde le sait. C'est simplement symbolique. Toute recette est nécessaire pour le pays aujourd'hui. Je n'aime pas, évidemment, mais je n'aime pas qu'on ait fait cette symbolique. Sauf parce que je pense qu'on a montré du doigt, et on le tient à le montrer du doigt, on les montre du doigt, c'est les riches qui doivent payer. Or, c'est vrai que le joueur de foot est assez symptomatique d'un argent qui n'est pas gagné très difficilement. Il est compris dans cette taxe. Alors justement, la taxe à 75%, elle revient dans l'actualité cette semaine. Elle concernera les entreprises, mais elle concernera également les clubs de football qui paieront donc cette taxe à 75% lorsqu'elles verseront un salaire allant au-delà d'1 million d'euros. Je vous propose d'écouter la réaction de Frédéric Thiriez, qui est le président de la Ligue de football professionnel, et ensuite on vous fera réagir, notamment vous, Karim Zeribi, qui avez été ancien joueur professionnel. On écoute Frédéric Thiriez. La France va perdre ses meilleurs joueurs, les clubs français vont voir leur compétitivité en Europe plonger, et l'État, en plus, il perdra ses meilleurs contribuables puisque ces footballeurs seront partis. C'est du populisme, je vous entends dire. Oui, Frédéric Thiriez, c'est quand même, avec Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, ça a toujours été le défenseur de l'ultralibéralisme dans le football. Il faut bien voir ça. C'est le président de la Ligue nationale de football, Frédéric Thiriez, qui n'est pas la Fédération française de football, qui chapeaute tous les sports amateurs, professionnels, et l'équipe de France en particulier. Qu'est-ce que c'est que l'ultralibéralisme dans le football ? Eh bien, c'est depuis les années 90, le foot business, c'est-à-dire que c'est des capitaux étrangers qui peuvent acheter des clubs. On vient de le voir avec le Qatar qui rachète le PSG. Alors, effectivement, pour la compétition, l'arrivée de ces capitaux, qu'ils soient français, étrangers, je ne fais pas la différence. Du moment que ce sont des capitaux qui viennent dans un club de football, permettant à ce club de football d'agrandir un stade, éventuellement... C'est ça le libéralisme, oui, vous êtes bien content. Voilà, mais en contrepartie, d'une part, ça dénature un peu la compétition parce qu'il n'y a que le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle qui intéresse des capitaux étrangers, à la différence de l'Angleterre où une dizaine de clubs ont intéressé les capitaux étrangers. Alors il y a toujours du bon et du mauvais dans le libéralisme. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut rendre l'argent. Si on ne peut plus payer nos joueurs de football et qui partent et qu'on se retrouve avec des joueurs qui ne sont pas très bons parce qu'on n'a pas de quoi les payer, c'est quand même problématique. On s'en fiche, Karim Zeribi, on s'en fiche. On s'en fiche de ne pas avoir de bons joueurs. Je voudrais apporter quelques éclairages. Mais vous êtes ancien joueur, ça vous gêne cette taxe ? Au contraire. Ah, vous trouvez ça très bien ? Je la défends, moi, cette taxe. Excusez-moi, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Et j'aimerais que les néophytes écoutent un peu le message. À 19-20 ans, aujourd'hui, sans taxe, on perd des joueurs de football en France formés par nos clubs qui ont investi de l'argent dans la formation pour aller jouer dans les plus grands clubs étrangers. On n'a pas besoin d'une taxe pour qu'ils s'en aillent. Ils s'en vont déjà. Donc arrêtons avec ce spectre, effectivement, de la taxe qui ferait partir les joueurs. Aujourd'hui, sur le terrain, ce soir, vous allez avoir 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain, sur le terrain. 11 joueurs. 340 millions d'euros. 340 millions d'euros. Et vous voulez, encore une fois, dans un contexte aussi dramatique que celui-là, pour les Françaises et les Français, pour ceux qui sont des classes moyennes et des classes populaires, qu'on pleure parce qu'on va taxer les footballeurs? Mais enfin, il faut être sérieux. On va taxer leur sens, mais les entreprises, écoutez, je vais vous dire, aujourd'hui, on parlait de contribuer à la création d'un stade de football. Mais attendez, mais de quoi on parle? À Marseille, Sophie de Menton, c'est la collectivité qui fait la rénovation du stade Vélodrome. Vous savez combien ça nous coûte? 530 millions d'euros. Au Bayern de Munich,
ils ont investi, c'est le privé qui a fait le stade. 350 millions d'euros. Donc aujourd'hui, excusez-moi, moi je dis que le football est une affaire privée qui doit contribuer à la solidarité. Quand on voit les sommes astronomiques, les salaires pour des gamins de 20 ans, de 300, 400, 500 000 euros, c'est de l'indécence. Karim, pourquoi pas? Sauf que nous raisonnons à l'envers. Nous sommes en train de raisonner catégorie par catégorie, avec le risque immense d'ailleurs d'élever. Attendez, je finis juste. D'élever les Français les uns contre les autres. Tout d'un coup, et je n'aime pas du tout la réaction du président de la République, comme il n'arrivait pas à taxer les gros salaires, il s'est déchargé sur l'entreprise. C'est le Conseil d'État qui lui a proposé c'est pas une bonne idée. Ce montage. Alors, ce montage n'est pas une bonne idée. Ce montage, en plus, va mettre les entreprises en porte-à-faux, parce que ceux qui voudront vraiment payer leurs cadres vont trouver des moyens de les payer de la même façon sans payer ses impôts. Mais il y a plein de moyens. D'abord, il y a le payer à l'étranger, dans les filiales étrangères. Il y a le moyen de donner gratuitement des actions. Il y a des moyens comment on est avisé du côté du patronat pour contourner la réglementation. C'est pas que le patronat. Alors, il y en a qui ont des juristes de très haut niveau. Mais oui, c'est vrai. Puis il y a des petits patrons de PME qui souffrent, qui sont pris à la gorge, qui eux, effectivement, doivent payer rubis-orange l'URSSAF. Sinon, c'est l'huissier qui vient les voir. Il faut lutter contre ces inégalités entre les grands groupes qui ont aujourd'hui des moyens colossaux, qui arrivent à contourner la fiscalité, 8% d'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, 36,5% pour les PME. Ça suffit. Je voudrais juste dire que si jamais les patrons de PME sont étranglés, comme vous le dites, c'est pas en rajoutant sur ceux qui vont bien ou qui participent à un jeu international. J'ai compris. Non, je ne me trompe pas. Je me trompe pas. Moi, je parle d'un cadre général. Parce que les 75% arrivent, et d'ailleurs depuis le début, sont l'arbre qui cache la forêt de toutes les augmentations fiscales qui effectivement ne rapportent pas 200 millions d'euros mais près de 30 milliards d'euros. Et que cet arbre qui cache la forêt fait beaucoup parler. Là on en parle d'autant plus qu'effectivement des gens qui ont du talent ou qui sont dans un business que moi je ne connais que de l'extérieur et je respecte tout ce qui a pu être dit. Mais voilà, s'ils sont payés quand même, il n'y a pas que le marché, il y a aussi une question de talent, de mérite, etc. Chers collègues, simplement, si vous voulez regretter que le gouvernement n'ait pas remis à plat la fiscalité dans le pays, ça je le regrette. Nicolas Sarkozy ne l'avait pas fait. Alors effectivement, c'est un regret que nous partageons. Là, vous ne le connaissez pas. C'est un regret que nous partageons parce que ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande n'ont remis à plat la fiscalité. On est d'accord. Il faut remettre à plat cette fiscalité. Ce que je vois, c'est que nous sommes tous en train d'argumenter en essayant de dire ceux-là l'ont mérité, ceux-là pas. Je voudrais juste dire simplement. Il n'y a pas de gens qui l'ont mérité ou de gens qui ne l'ont pas mérité. Si cette loi passe, bon déjà la loi sur les 75%, si elle était passée, elle devrait s'appliquer par définition à tout le monde, y compris aux footballeurs. Déjà à l'époque, on a eu Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football, qui est monté au créneau avec cette fameuse ancienne populiste comme quoi, et qui est la même que le patronat nous sert contre les autres salariés. Oui, mais s'ils sont trop taxés, ils vont partir. Mais s'ils sont trop taxés, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Donc dans une période où il y a une crise, il est non seulement logique, mais éventuellement rationnel que ceux qui ont le... Attendez, on s'entend plus, on va faire une petite pause. De temps de reprendre un peu nos esprits. On va faire une petite pause. Et Hubert Arthus, je vous poserai quand même la question, est-ce que nos clubs, est-ce qu'ils vont pouvoir encore concurrencer les grands clubs espagnols, anglais, etc. Vous dites bien sûr, on verra. Je vous poserai la question dans la deuxième partie du débat, tout de suite.